Bienvenue sur Oser, le podcast de l'engagement pour un monde durable. Je m'appelle Jean-Philippe Descas, citoyen engagé pour l'émergence d'un nouveau modèle de société, respectueux des limites physiques de notre planète, plus juste et plus solidaire. Dans Oser, je reçois des professionnels engagés qui racontent leur parcours, partagent leurs connaissances et expliquent les enjeux de l'urgence sociale et écologique que nous vivons. Ils nous donnent des pistes pour nous engager à notre tour, enfermer notre déni au placard et faire notre part dans la construction d'un monde durable. À travers ce podcast, mon ambition est de sensibiliser les citoyens à l'urgence d'agir, dès maintenant, pour changer de paradigme de société. Je souhaite aussi participer à faire rêver les gens à un autre monde, en interrogeant l'univers des possibles, et notamment la racine des normes que l'on considère aller de soi. Je veux questionner les valeurs de notre société et en proposer de nouvelles, qui soient respectueuses de l'humain et du vivant de manière générale. Si vous partagez ce désir avec moi, vous pouvez m'aider en parlant de ce podcast à votre entourage, sur les réseaux sociaux et en laissant une note et un commentaire sur Apple Podcast. Allez, bonne écoute. Bonjour Arthur Keller. Eh bien, bonjour Jean-Philippe. Et merci d'être sur Oser, merci de venir discuter avec moi de résilience, de soutenabilité et de qu'est-ce qu'une société résiliente justement. Pour commencer cette discussion, Arthur, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter, nous dire ce que tu fais aujourd'hui et quelle est un petit peu ton expertise justement sur la question de la résilience? Oui, je suis ingénieur de formation. Mais ce n'est plus mon métier aujourd'hui. Mon expertise, c'est une expertise qui est double, on pourrait dire triple. L'expertise double de base, c'est que je suis spécialisé à la fois sur l'analyse et la caractérisation des risques systémiques. Donc ce sont des risques qui vont toucher, impacter toutes les sociétés, ou en tout cas une grande partie des sociétés dans lesquelles nous vivons. Et face à ça, c'est le second pendant, je suis spécialiste des stratégies de résilience collective qu'on peut mettre en place justement pour faire face dans les meilleures conditions possibles à ces risques qui peuvent éventuellement se muer en crise demain. Donc ça, c'est mon expertise de base. J'en ai une autre également qui est sur comment on fabrique des récits à impact, comment on utilise les récits comme des leviers de mobilisation. Voilà, donc ça, c'est encore autre chose. Et sinon, après, mon activité, elle est un petit peu multiple. J'interviens des fois comme expert, j'interviens comme conférencier, comme formateur, comme consultant, voilà. Et comme auteur. J'ai aussi une activité d'auteur, mais elle est pour l'instant, elle est petite, mais elle est amenée à grossir. Eh ben, merci beaucoup pour cette introduction. Pour démarrer, en fait, j'aimerais peut-être que tu définisses ce que c'est que la résilience, que tu nous en dises un peu plus, parce que aujourd'hui, en fait, ce terme est utilisé un petit peu à tort et à travers, et on s'en parlait avant l'entretien, justement, dans de mauvais contextes et assez souvent, malheureusement. Donc, est-ce que tu pourrais nous en dire plus, en fait, sur ce que c'est que la résilience et comment, justement, bien la définir? Oui, alors c'est une question relativement simple, mais la réponse, elle ne l'est pas. Donc, je vais quand même rester sur l'essentiel, essayer d'expliquer pourquoi ça n'est pas simple. Il y a une définition relativement générale de la résilience, qu'on pourrait dire la capacité à encaisser un choc sans s'effondrer complètement, en maintenant les fonctions vitales, et à rebondir ensuite après ce choc. Ça, c'est une définition très très basique. Ça va un petit peu plus loin que ça si on veut être plus précis. Ça va être une capacité à, à évoluer en permanence, à être adaptatif, et quand un choc arrive, à résister dans un premier temps à ce choc, parce qu'il s'agit de ne pas non plus s'effondrer dès qu'un petit choc arrive. Mais si le choc dépasse un certain seuil, à ce moment-là, effectivement, à basculer dans un mode qu'on pourrait dire dégradé, où on va s'adapter, se déformer un petit peu pour encaisser au mieux le choc tout en maintenant les fonctions vitales. Et ensuite, une capacité à récupérer, à recouvrer, une fois le choc passé, puis à évoluer encore, comme je disais, c'est-à-dire la boucle est bouclée, et c'est quand même comme un cycle, pour être plus résilient encore face aux crises suivantes. Bon, ça c'est une définition très générale. Maintenant, le problème, c'est que quand on parle de résilience, il faut se poser en fait trois questions. La résilience de quoi? Quel type de résilience? Et face à quoi? Par rapport vis-à-vis de quoi? Donc la résilience de quoi? Ça peut être la résilience d'un individu, et moi, ce n'est pas mon domaine d'expertise. Ça peut être la résilience d'une organisation,
ça peut être la résilience d'un certain type d'infrastructure ou d'un système d'information. Donc moi, aujourd'hui, je me spécialise, par exemple, sur la résilience des sociétés humaines, et même plus large que ça, ce qu'on appelle dans mon jargon à moi les systèmes socio-écologiques, c'est-à-dire des sociétés humaines, certes, mais en interaction permanente et dynamique avec un environnement naturel, des ressources, et puis des cycles biogéochimiques, le cycle de l'eau, le cycle du carbone, le cycle de l'azote, du phosphore, etc. Et qui font une stabilité du système, notamment climatique. Donc c'est véritablement les sociétés humaines en interaction avec tout ce monde naturel, les systèmes socio-écologiques, c'est ça mon objet d'étude. Donc la résilience de ces choses-là. Ensuite, quel type de résilience? Oui, parce qu'en fait, il y a plein de domaines dans lesquels on a des acceptions, des significations très spécifiques de la résilience. On a par exemple, face à des problématiques climatiques, la résilience climatique, la résilience sanitaire. Si on veut essayer de faire en sorte qu'un territoire, par exemple, soit moins sensible si jamais il y avait une grande crise financière ou économique, on peut parler de résilience économique. On peut parler de résilience hydrique, etc. Donc il y a plein de domaines dans lesquels on utilise le mot résilience, en physique, en écologie, et maintenant également dans les organisations humaines, on utilise également le mot résilience, dans tout un tas de domaines. Alors, donc, quel type de résilience? Alors moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est un certain nombre de résiliences, notamment climatiques, notamment vis-à-vis des problèmes d'accès ou d'approvisionnement en certaines ressources, mais aussi, et puis bon, un certain nombre d'autres, mais aussi la résilience générale. Donc, c'est la troisième partie, c'est vis-à-vis de quoi? Donc, vis-à-vis d'un choc, par exemple, qui peut être un choc ponctuel, ou vis-à-vis de crises chroniques, ou vis-à-vis de grands changements de l'environnement qui vont simplement progressivement s'imposer à nous dans les décennies qui viennent. Et donc, en fait, il y a plein de problématiques différentes face auxquelles on peut développer des résiliences spécifiques. Donc, par exemple, on se prépare à une canicule, et bien on a une façon de rendre certains systèmes résilients vis-à-vis d'une canicule. Et puis, il y a la résilience, donc, qui est ce concept un petit peu, je dirais, général et générique, et surtout totalement agnostique vis-à-vis de la nature des crises, qui fait qu'on a besoin de ça pour gérer l'imprévu, quel qu'il soit. Dans une situation, je termine là-dessus, imaginons qu'on n'ait pas réussi à empêcher la survenue d'un certain type de crise, et imaginons que pour cette crise-là, on ne soit pas préparé ou pas assez bien. La résilience, c'est justement ce qui nous reste une fois que ce qui avait été prévu a épuisé son gisement d'efficacité. Une fois que ça ne fonctionne plus, ou alors ou pas assez bien, eh bien, il nous reste la résilience. Est-ce que l'on est résilient ou pas? Et grosso modo, on peut réduire cette question en est-ce que collectivement, on est capable de s'adapter, de se réorganiser spontanément, j'ai envie de dire, face à cette crise qui n'était pas prévue, pour la vivre dans les conditions les meilleures possibles. Voilà. Et alors, comment est-ce qu'on détermine en fait si une société ou si un système socio-écologique, comme tu le dis, est résilient? Quels sont les indicateurs? À quel niveau en fait on peut mesurer ça? Est-ce que c'est en fait mesurable tout simplement? Eh bien, c'est une excellente question et malheureusement, c'est pas vraiment mesurable, même s'il y a des travaux là-dessus. En fait, ta question là, elle porte sur un point qui est à l'étude aujourd'hui, qui fait l'objet de recherches académiques. Est-ce qu'on peut et comment on caractérise la résilience? Est-ce qu'on peut l'évaluer ou la mesurer? Et est-ce qu'on peut le faire a priori? Parce qu'on peut évaluer à la lumière d'une crise les éléments du système qui ont été ou qui sont éventuellement pendant la crise, qui sont résilients ou moins résilients. Voilà. Mais avant la crise, c'est très compliqué parce qu'en fait, pour évaluer la résilience d'un système socio-écologique, qui est un système complexe, dynamique, avec énormément d'éléments en interaction à l'intérieur, il faudrait pouvoir anticiper sur tous les effets cascades, les effets de contagion à l'intérieur du système d'un type de choc particulier, qui ne va pas en réalité rester ce choc-là de son côté bien tranquille sans gêner le reste du système. Il va avoir des impacts sur d'autres éléments du système. Et il faudrait pouvoir anticiper tout ça, anticiper la réaction des différents acteurs du territoire, enfin,
du système socio-écologique, comme je disais, de la société, ce qui est à la lisière sans doute de l'impossible. Donc forcément, on est toujours surpris et on se rend compte qu'on n'avait pas prévu toutes les dimensions. Donc ça, c'est une façon de dire que dans l'absolu, la réponse est non, on ne peut pas. Maintenant, il y a un certain nombre, malgré tout, de critères ou de caractéristiques d'un système résilient qu'on peut améliorer. Donc on sait qu'en travaillant à certains niveaux, on augmente considérablement la résilience du système. Si tu veux, on peut développer ça dans la suite. Mais par contre, c'est pas parfait, c'est pas du 100%, et c'est avec aucune certitude qu'on sera capable de gérer bien n'importe quel type de crise. Alors, avant de développer en fait cet aspect de société résiliente ou de système résilient, depuis tout à l'heure, en fait, Oui, on parle de système dynamique, mais je suis pas sûr que en fait tout le monde oui. comprenne bien ce qu'on met derrière ce mot. Est-ce que tu pourrais justement nous éclairer sur ce que c'est qu'un système, comment est-ce qu'on le définit, et ce que c'est qu'un système dynamique, et pourquoi c'est quelque chose de complexe à appréhender, pourquoi est-ce que c'est quelque chose en fait qui crée des difficultés dans la mesure et dans l'analyse ou même l'anticipation en fait des conséquences. Oui. Tu as tout à fait raison, parce que enfin, en réalité, avant la conversation qu'on a aujourd'hui, toi et moi, et que des gens vont écouter derrière, avant cette conversation, il faudrait passer 1 heure à définir tout un tas de termes et de concepts et de notions, parce que sinon, c'est un peu flou. Et puis certaines personnes vont pas vraiment comprendre ce que je raconte, ou alors elles vont croire comprendre quelque chose, mais elles n'auront pas compris. Et ce sera en partie de ma faute, sauf que c'est impossible de définir des termes aussi compliqués tout le temps. Donc bon, tu as quand même raison de me poser cette question. Un système, c'est quoi? C'est essentiellement un périmètre. On devait définir un périmètre. Donc si c'est, par exemple, ça peut être un pays, ça peut être la société d'un pays. Maintenant, à l'intérieur de ce périmètre, il y a des éléments en interaction permanente. Donc les éléments, ça va être des gens comme toi et moi, mais ça va être en fait absolument tout ce qui compose une société, hein. C'est-à-dire, ça va être des véhicules qui roulent, des bâtiments qui sont construits, des infrastructures, ça va être des institutions. Ce sont des choses plus ou moins tangibles, ça peut être des choses un petit peu abstraites, ça peut être effectivement des systèmes d'information qui font circuler de l'information, ou alors ça va être des centres de concentration du pouvoir, ça va être tout un tas de choses qui font que le système fonctionne sur la base d'un certain nombre de règles qui sont explicites. Ça peut être les lois de la physique. On lâche une pomme, elle tombe. Des choses très, ça peut être des lois humaines ou des normes, des codes, enfin des choses qui sont écrites, ou alors des codes sociaux, des codes culturels qui sont implicites, mais qui régissent la manière dont les acteurs interagissent les uns avec les autres. Voilà. Et donc un système complexe, c'est un système qui est constitué d'un grand nombre d'éléments qui sont divers, d'une grande variété, avec des propriétés diverses et des comportements divers, et qui interagissent les uns avec les autres selon des règles d'interaction qui elles-mêmes sont nombreuses, variées, etc. C'est ça un système, enfin, plus c'est nombreux, plus c'est varié, plus c'est complexe. Et ce sont des systèmes adaptatifs, puisque à l'intérieur de ces systèmes, donc c'est ce qu'on appelle système adaptatif complexe, parce qu'à l'intérieur de ces systèmes, eh bien, il y a tout un tas de boucles de rétroaction qui fait que si j'agis à tel niveau dans le système, alors ça va déclencher ceci, qui va déclencher cela, et hop, ça va revenir au point de départ, et ça va jouer soit à la hausse, soit à la baisse, soit ce qu'on appelle des boucles de rétroaction positives, c'est-à-dire des effets d'auto-amplification de certains phénomènes, soit des boucles de rétroaction négatives qui vont tendre vers une stabilisation du système. Donc il y a des choses qui stabilisent, des choses qui déstabilisent le système. Et tout ça est en interaction permanente. On ne peut pas évidemment tout modéliser, on ne peut pas modéliser le monde, on ne peut pas modéliser une société tout entière. Néanmoins, c'est ça qui est intéressant dans la dynamique des systèmes. On peut modéliser certains éléments du système qui permettent, sans être capable de savoir ce que va faire un élément du système, un individu par exemple de la société pris à part, et bien pourtant, on va avoir des grandes tendances qui peuvent se dégager de la manière dont le système se comporte. Donc souvent, je prends un exemple, il est évidemment très simpliste, mais ça permet de fixer un petit peu la logique. On peut aujourd'hui modéliser des systèmes avec des fluides, avec des liquides par exemple, ou des gaz, qui se comportent dans des situations données, et on sera absolument incapable de dire quelle va être, par exemple, la trajectoire d'une molécule d'eau ou d'une molécule de gaz. C'est absolument impossible à prédire. Et donc, il y a toujours des particules qui s'en vont, qui font des trucs un peu qu'on n'avait pas prévus. Il y a toujours des choses qui. Voilà. Mais globalement, on sait quel va être le comportement de ce gaz ou de ce liquide en tant que système. Et parce qu'on connaît les règles d'interaction qui sont entre les particules du système, et puis entre
ces particules et ce qu'il y a à l'extérieur, les pressions ou les forces, les influences qui s'exercent sur ce système. Voilà, donc bon, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais effectivement, les systèmes adaptatifs complexes, c'est quelque chose qui est complexe, ça ne veut pas dire compliqué, mais ça veut dire très multiple, très multidimensionnel, donc qui demande des méthodes un petit peu particulières de modélisation et d'analyse. Ce n'est pas quelque chose que le commun des mortels connaît bien, c'est quelque chose voilà, qui va concerner des chercheurs, des physiciens, des matheux, voilà, c'est des choses qui sont un peu techniques. Mais moi, enfin, j'en ai fait il y a presque 20 ans maintenant. Aujourd'hui, je suis loin des équations. Ça ne m'empêche pas de trouver, sans plus jamais rentrer dans les maths, de trouver qu'il y a une vraie valeur ajoutée à cette modélisation des systèmes, parce que dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, il y a certes plein de gens qui font des choses, chacun à son niveau, très divers et variés, et pourtant, on voit qu'il y a de grandes dynamiques générales qui sont en train de marquer la planète Terre et les sociétés humaines. Donc, voilà, dérèglement climatique, mais aussi la biodiversité, aussi les pollutions qui s'accumulent. Voilà. Il y a un certain nombre de cycles également biogéochimiques, notamment phosphore, azote, qui sont totalement déréglés. On a une acidification des océans. Bon, tout ça, même la dégradation des infrastructures, ce sont des choses qui sont des grandes tendances de long terme. Euh, et pour comprendre ces tendances, aujourd'hui, le meilleur outil dont on dispose, je ne dis pas qu'il est parfait, mais c'est bien la modélisation des systèmes complexes adaptatifs. Merci pour ce mot, Arthur. Et alors, je mettrai dans les liens de l'épisode aussi des références vers d'autres interviews que tu as pu faire et aussi toi, tes conférences qui sont disponibles sur YouTube gratuitement, où tu rentres un peu plus dans le détail justement sur l'explication des systèmes et Ouais. de cette dynamique. Voilà, pour ceux qui veulent vraiment creuser cette question. Maintenant, je voulais revenir sur un autre point. Qui est en fait la différence entre la résilience et la durabilité ou la soutenabilité. Pourquoi? Parce que c'est vrai que sur ce podcast, je me suis pas mal renseigné ou en tout cas concentré sur la question de qu'est-ce qu'un monde durable et comment est-ce qu'on s'engage pour un monde durable. Et de plus en plus, en fait, j'ai comme l'impression que cette question de durabilité, alors que je la voyais comme presque synonyme de résilience, en fait, est quelque chose d'assez différent. Alors, est-ce que tu pourrais nous éclairer là-dessus sur en quoi, en fait, la durabilité ou la soutenabilité est différente de la résilience et pourquoi? Oui, c'est une excellente question. Et effectivement, elle est pertinente à cause de ce que tu viens de dire. Elle est pertinente parce qu'il y a un certain nombre d'acteurs aujourd'hui qui confondent les deux, ou en tout cas qui les mélangent, qui les mettent dans le même panier, qui considéreraient que résilience et durabilité, même combat. Mais déjà, tout à l'heure, tu m'as demandé de. Alors, j'ai développé un petit peu une approche, une définition, entre guillemets, de la résilience. Tu m'as demandé de définir également ce système, mais je pense qu'il faut maintenant définir durabilité ou, ou soutenabilité pour qu'on comprenne de quoi on parle par la suite. Et puis Oui, après, je te complètement. réponds. Donc, le commun des mortels, là encore, dont je fais partie, dont tu fais partie, pense naïvement que quand on dit durable, c'est quelque chose qui va durer ou qui peut durer. Voilà, si tu regardes dans le dictionnaire, durable, qui peut durer, hein, ou un truc comme ça. Mais en fait, c'est très naïf parce que lorsqu'on entend développement durable, lorsqu'on entend croissance verte, mais en fait, on aurait très bien pu appeler ça croissance durable, lorsqu'on emploie ce mot-là dans un contexte économique, même si le développement durable, ce n'est pas que de l'économie, malgré tout, on est dans un registre sémantique qui relève de l'économie. Eh bien, lorsqu'on emploie ce mot-là, c'est dans une acception, dans un signifiant qui est très très spécifique. Alors, globalement, je renvoie les gens donc sur Internet pour creuser par eux-mêmes, et vous verrez que je n'invente rien. Il n'y a pas une durabilité, mais il y a deux durabilités. Celle qu'on appelle la durabilité faible et celle qu'on appelle la durabilité forte. Et la durabilité telle qu'on l'entend dans le développement durable, c'est la durabilité faible. Alors, c'est quoi la durabilité faible? La durabilité faible, c'est un concept qui dit que les choses sont durables si on lègue aux générations futures la même quantité, au moins la même quantité de capital qu'on avait aujourd'hui, qu'on a aujourd'hui. Donc ça, c'est considéré comme durable. Mais, attention, mais tout en étant compatible avec certaines hypothèses de la théorie néoclassique en économie, dont la substituabilité des capitaux.
Alors, je fais très vite parce que c'est compliqué tout ça. Il faut savoir qu'il y a plusieurs écoles de pensée en économie, mais que les grands débats qu'il y a eu entre ces différentes écoles de pensée, c'était il y a plus d'un demi-siècle, et que depuis les 30 Glorieuses, depuis les années 80 surtout, le débat en économie est quasiment fini. C'est une tragédie, c'est-à-dire que s'est imposée une certaine vision de l'économie qui est, avec quelques variations, ce qu'on appelle l'école néoclassique. Et les autres écoles de pensée se sont un peu éteintes. Et aujourd'hui, tu vas dans n'importe quelle école ou n'importe quelle fac pour apprendre l'économie, on va t'enseigner l'économie néoclassique. Voilà, il y a quelques très très rares exceptions, mais en général, c'est ça qu'on t'enseigne, comme l'alpha et l'oméga. Bon, et bien cette théorie néoclassique en économie, parmi ces hypothèses fondamentales, tu en as deux qui sont absolument extraordinaires. La première, c'est que les ressources naturelles ne sont pas prises en compte. Voilà, on considère que le capital naturel est inépuisable. Et donc, c'est une débilité profonde, mais pourtant, c'est une des hypothèses fondamentales. Donc, il n'y a pas de limite à la nature. Donc, ça, c'est la première hypothèse, déjà complètement folle. Et la deuxième hypothèse, c'est la substituabilité des capitaux. On considère que les capitaux sont interchangeables entre eux. Alors, à la base, au début du 19e siècle, à la base, il y avait deux types de capitaux qu'on considérait dans les modèles économiques. Il y avait le capital humain et le capital productif, donc il y avait les hommes d'un côté et puis les machines et les usines de l'autre. Et on considérait que les deux étaient interchangeables. Donc si on manquait d'hommes, on mettrait des machines pour les remplacer, et si les machines tombaient en panne, on ferait revenir des hommes pour faire le travail. Donc voilà, c'est un petit peu ça à la base qui fait qu'on a dit bah c'est interchangeable. Bon, déjà, moi je trouve ça un peu crétin, mais passons. Et aujourd'hui, les modèles qui ont été développés, les modèles économiques et macroéconomiques, mais ce sont des modèles économiques qui sont utilisés absolument partout, dans toutes nos institutions, à Bercy en France, au FMI, à la Banque mondiale, aux grandes institutions internationales de l'ONU. Dès qu'il y a des modèles économiques qui sont utilisés, ce sont des modèles néoclassiques. Donc c'est pareil à Bruxelles, etc. C'est aussi pareil lorsque l'on lit les rapports du GIEC. Sur la partie scientifique, les rapports du GIEC, c'est pas parfait, mais c'est ce qu'on sait faire de mieux aujourd'hui. C'est vraiment la synthèse de l'état de l'art des sciences, c'est très bien. Mais sur la partie où on met en place des scénarios d'émissions futures, ce qu'on s'appelle les RCP, hein, pour ceux qui connaissent un peu, pour toute cette partie-là, intègre des scénarios socio-économiques. Et ces scénarios socio-économiques-là sont, à la base, ils sont des scénarios néoclassiques. Tous. Donc, les projections qu'on fait dans le futur sont totalement déconnantes. Notamment, elles considèrent tous ces scénarios qu'il va y avoir une croissance continue et ininterrompue jusqu'à la fin de ce siècle. Et au-delà. Par défaut, on n'imagine même pas qu'il pourrait y avoir une décroissance imposée, j'ai envie de dire. Donc déjà, à la base, il y a de la croissance ad vitam aeternam. Et ça, c'est possible dans un cadre de pensée où il n'y a pas de limite, effectivement, puisque les ressources naturelles sont inépuisables. Donc, dans ce contexte-là, de substituabilité des capitaux, que se passe-t-il lorsque on prend un modèle qui a cette hypothèse fondamentale en son sein, au cœur, et qu'on l'applique au monde réel, un monde où il y a des ressources et où ces ressources sont en réalité limitées, et bien ça donne que le capital naturel est également interchangeable avec les autres. Donc, si on transforme le capital naturel en du capital artificiel, mais à partir du moment où c'est une transformation d'une forme de capital vers une autre forme de capital et pas juste une destruction, eh bien, la quantité de capital reste constante. Donc, si je coupe toute une forêt, mais qu'avec les arbres, je construis des maisons, il n'y a plus de forêt, mais comme je n'ai pas juste laissé les arbres pourrir et que j'en ai fait quelque chose d'utile, pour nous en tout cas, eh bien, il y a conservation du capital, on considère. Juste transfert d'un capital à un autre. Et donc, c'est durable. Donc, il n'y a aucune prise en compte, aucune différenciation qui est faite de nature, si tu veux, et d'importance entre le capital naturel et le reste. Donc, dans cette conception de l'univers-là, quand on dit durable, ça veut dire ça, et c'est de la durabilité faible. Cette durabilité faible, en fait, je vais être franc et clair et direct, c'est pas durable. Pas durable. Voilà. Sur un monde qui a des ressources finies, c'est pas durable. À côté de ça, il y a une autre hypothèse, et je vous renvoie également, vous pourrez faire des recherches, je ne vais pas développer plus que ça, qui est l'hypothèse de durabilité forte, qui fait beaucoup plus sens, même si elle-même n'est pas totalement complète, à mon sens, mais qui est grosso modo de dire que
un système ne sera durable que si on ne prélève des ressources naturelles que dans la limite de leur capacité à se renouveler. Pour les ressources non renouvelables, qu'on épuise ces ressources pas plus vite que l'on est capable de trouver des substituts à ces ressources. Et puis enfin, en bout de chaîne, qu'on ne balance pas dans la nature plus de pollution que ce que la nature est capable d'absorber. Voilà. Donc une fois de plus, il faudrait aller plus loin que ça, mais déjà c'est quand même un petit peu de bon sens. Ça s'appelle la durabilité forte. On tend vers une véritable durabilité, mais les économistes aujourd'hui qui développent des modèles économiques qui sont sur des hypothèses de durabilité forte, eh bien ces économistes-là aujourd'hui sont très marginalisés, considérés comme hétérodoxes, sachant qu'il y a très très peu de fonds pour mener des recherches en la matière, parce que tous les fonds vont sur ce qu'on préfère, et ça on ne préfère pas. On ne préfère pas entendre des gens qui nous disent qu'il y a des limites. Voilà, tout simplement. Bon, ça, c'est pour expliquer ce qu'est ou n'est pas la durabilité, et pour bien expliquer que souvent, quand on entend ce mot, c'est dans son acception faible, et donc non durable, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Maintenant, je réponds à ta question, à moins que tu veuilles intervenir pour... Non, 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 vas-y, j'apprends des choses aussi en même temps, donc c'est hyper intéressant. J'essaie d'emmagasiner, notamment sur la durabilité faible et le fait que ce soit ça qui soit pris en compte, en fait, quand on parle de développement durable, de RSE, etc. Et notamment toutes les hypothèses sur l'interchangeabilité des capitaux. Donc, non, non, j'intègre en même temps et je t'écoute. Ok, oui, alors ce que je dis, attention, ce que je dis ne signifie pas que tous les gens qui travaillent dans le développement durable sont des cons ou des salauds, ne signifie pas que tout est à jeter et que c'est de la merde de A à Z. Ok. Il y a dans le développement durable de très bonnes choses, de très bonnes idées. Il y a également des gens qui sont vraiment motivés et qui font avancer les schmilblick dans une direction qui est pertinente. Mais, pour autant, le cadre général n'est pas le bon. Le cadre général du développement durable, c'est le suivant, c'est une double idéologie en fait. Le cadre du développement durable, c'est il faut croître économiquement. Déjà, ça c'est une idéologie de penser que c'est bien et de penser que c'est possible, ad vitam quoi. Et ensuite, les surplus de la croissance, il faut les injecter dans de l'innovation technologique, parce que c'est la technologie qui va sauver le monde. C'est une autre idéologie. Et c'est hors sol, c'est-à-dire que il y a tellement c'est même pas qu'il y a des contre-exemples, c'est que globalement, le monde est un contre-exemple. L'histoire est un contre-exemple, avec, par-ci, par-là, des exemples, mais c'est globalement un contre-exemple. Donc ça, c'est globalement le développement durable, avec aussi, parce que je l'oublie, mais je suis un peu de mauvaise foi si je ne le cite pas, aussi une dimension de redistribution des riches vers les pauvres. Ça, je ne dis pas que c'est mauvais, au contraire, bien au contraire. Donc cette dimension-là, elle est aussi présente dans le développement durable. Et ça, c'est très bien. Bon, voilà. Donc, nous avons aujourd'hui effectivement un cadre conceptuel qui est mauvais, qui fait que les COP, le cadre conceptuel des COP ne va pas suffire. C'est pas le bon outil, les COP. Alors après, voilà, si vous voulez aller plus loin, regardez ce que je raconte. Peut-être que tu mettras un ou deux liens où je développe plus ça, mais parce que là, si je développe, on n'en sort plus. Mais pareil pour les objectifs de développement durable. Très bien, très bien. Mais avec toutes les bonnes intentions du monde, ce n'est pas un cadre conceptuel. C'est-à-dire qu'il va être totalement impossible d'atteindre tous les objectifs de développement durable, tout simplement parce qu'il y en a un, l'objectif numéro 8, qui est contraire à presque tous les autres. Et on ne peut pas avoir le 8 et les autres. Qui est l'objectif de Donc, croissance économique, c'est ça? ben ouais, croissance économique, et on en vient. Et bon, après, si je dis que ça, les gens vont peut-être se braquer, vont peut-être dire ah mais Keller c'est un décroissant. Je suis pas un décroissant, je suis un ingénieur. Donc moi je fais des calculs et je me renseigne et je modélise. Et ça a ses limites, mais malgré tout, malgré les limites de l'exercice, on voit se détacher quand même quelques tendances qui valent la peine d'être prises en compte. Donc je renvoie vers un ou deux des liens que tu mettras ensuite en dessous. Voilà. Bon, alors, je reviens à ta question. Ouais. Maintenant que tout est, j'espère, clair, ce qui n'est pas gagné. Mais ta question, donc, c'est quoi la différence fondamentale entre un système ou une société, je ne sais pas ce que tu m'as dit, durable Alors, et résiliente? ouais, j'ai parlé de société, je crois, mais si tu préfères parler de système, on peut parler de système, mais c'est vrai que j'aime bien le société puisque ça permet de plus cadrer, enfin d'être plus tangible, pardon. Ok. Alors, je peux répondre sous deux angles. Il y a deux angles possibles dans ma réponse. Premier angle possible, quelque part, c'est la dichotomie qu'il y a entre
l'adaptation entre l'atténuation et l'adaptation. Des fois, on dit la mitigation et l'adaptation. Et grosso modo, c'est quoi? On a besoin de résilience parce que le système dans lequel on vit n'est pas soutenable. Si le système était soutenable, il pourrait durer. Et parce qu'il ne va pas durer, nous avons besoin de résilience pour ne pas nous effondrer complètement quand ce système s'arrêtera ou mourra ou dépérira, ce qui est déjà commencé en réalité. Voilà. Donc, c'est parce que ce n'est pas soutenable qu'il faut être résilient. On a aujourd'hui un développement soi-disant durable, très bien, il est temps de développer un développement résilient aussi. Enfin, quand je dis développement, il faut revoir aussi le mot développement, mais en tout cas, parce que le développement, c'est très occidentalocentré, c'est très axé sur la technique et sur le fric et sur l'économie au détriment de tout le reste, etc. Donc, même le mot développement, faut le démonter. Bon, bref, mais en tout cas, il faut passer à un autre paradigme. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de rendre soutenable tout ce qui peut encore l'être, mais le système dans son ensemble, c'est trop tard. C'est trop tard parce qu'on a dépassé des limites qu'il ne fallait pas franchir, et pour certaines qui sont irréversibles, et parce qu'on a commencé à dégrader on va dire les grands paramètres qui rendaient la Terre habitable, la planète Terre habitable. On en est là, hein, c'est aussi grave que ça. Donc à partir de là, on sort d'une zone de stabilité qui, depuis 11 700 ans, à peu près, la fin de la dernière ère glaciaire, avait permis le développement d'abord de l'agriculture, la sédentarisation, puis les sociétés et civilisations humaines. Voilà. Et cette zone de stabilité, on est en train d'en sortir manu militari. Donc, oui, pardon, tu veux intervenir? Non, non, c'était juste pour être sûr de bien comprendre. En fait, tu fais la différence entre un objectif de résilience au niveau d'un système ou de la société par rapport à la durabilité, parce qu'en fait, la durabilité n'est pas atteignable ou la soutenabilité n'est pas atteignable à partir du moment où en fait on a déjà dépassé des limites, des plafonds planétaires qui font qu'on ne peut pas en fait rendre soutenable notre système actuel et qu'on est obligé en fait de chercher la résilience. Est-ce que c'est bien ça? Voilà, la résilience, c'est quelque part notre filet de sécurité ou notre canot de sauvetage, comme je dis des fois, euh, parce que la croisière va s'arrêter. Voilà. On ne va pas atteindre, comme on le pensait, la rive, la destination finale. On va avoir un petit problème au milieu de la route. Et, euh, et comme il n'y a pas assez de canaux de sauvetage pour tout le monde et que l'eau est très froide, il faut en construire d'autres. Et ça s'appelle métaphoriquement des systèmes résilients. Voilà, donc la résilience, c'est une réponse à l'insoutenabilité de notre système. C'est la première façon dont je peux répondre. La deuxième façon dont je peux répondre, je peux prendre des exemples concrets. Si tu regardes quelque chose qui, en tant que tel, est, est durable, alors tu vois, souvent, également, quand les gens disent durable, ils s'imaginent que ça veut dire, ils ont raison, parce qu'il y a deux sens au terme, en fait. Il y a un sens du terme qui veut dire solide, tu vois, Mhm. et puis il y a un sens du terme qui veut dire écologique, c'est-à-dire durable au sens écologique du terme. Donc là, quand les gens mélangent durabilité et résilience, déjà, tout le monde ne parle pas forcément de la même chose. Alors, donc, sur la partie, premier exemple, quand on parle de soutenabilité au sens, ou de durabilité au sens euh, robustesse de la chose, qui fait que ça dure dans le temps, que c'est fait pour durer. Ça, typiquement, c'est pas résilient parce que la résilience, c'est une malléabilité. C'est pas une rigidité, c'est pas une robustesse. Il y a une dimension de robustesse à l'intérieur de la résilience, mais elle est mixée avec une dimension de flexibilité. Il faut être les deux en même temps pour être résilient. Si tu es juste robuste, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Quand un choc t'arrive dessus qui est trop pour toi, tu casses, tu brises. Il y a des points de rupture. Alors que la résilience, c'est justement être capable de résister à, comme je disais tout à l'heure, à un petit impact, mais que si l'impact dépasse un certain seuil, être capable de se déformer pour absorber le choc. Voilà. C'est En le chêne fait, et le roseau au final. c'est le chêne et le roseau, exactement. C'est certains os, si tu veux avoir des os qui sont vraiment résilients, on pourrait dire, au sens de la mécanique ou des matériaux, quelque part, la physique des matériaux, il faut avoir des os qui sont ni trop mous, ni trop durs. Les os durs, ils sont cassants, et les os mous, l'ostéoporose ou les os poreux, ça ne va pas non plus. Donc il faut qu'ils soient quand même élastiques, un petit peu, ces os-là.
Bon, bref. Donc ça, c'est pour la première version, les gens qui disent durable égale solide. Bon, ben, solide et résilient, c'est pas pareil. Et puis après, il y a les gens qui parlent au sens écologique du terme, durable écologiquement. Alors oui, la durabilité écologique est quand même une dimension à prendre en compte dans la résilience. C'est-à-dire que si si tu ne prends pas en compte les limites planétaires, les limites écologiques, ton système socio-écologique, je rappelle, ne pourra pas être pleinement résilient. Bon. Pour autant, ce n'est pas la même chose non plus. C'est-à-dire que si tu regardes un objet en tant que tel, eh ben, un objet résilient et un objet écolo, ce ne sera pas la même chose. Donc je prends souvent l'exemple de la voiture. Une voiture écolo, c'est une voiture qui est légère, qui consomme peu. C'est une voiture qui optimise l'injection de l'essence dans le moteur, etc. Et qui a un filtre catalytique pour émettre le moins possible. Voilà. Ou alors c'est un véhicule électrique, éventuellement sous certaines conditions, parce que ça dépend de où a été fabriquée la batterie, quel type de batterie, et où est utilisé le véhicule. Grosso modo, si tu fabriques une batterie dans un pays dont le mix énergétique est très décarboné, donc il y a très très peu finalement de carbone qui a été émis pour fabriquer cette batterie. Et si ensuite cette batterie elle est utilisée dans un pays où il y a un mix énergétique très, très carboné, du coup la différence, tu gagneras beaucoup. Donc ce véhicule électrique-là, c'est une super bonne idée. Alors, le contraire, par contre, c'est-à-dire fabriquer des batteries ou des véhicules avec des batteries dans un pays où il aura fallu utiliser beaucoup d'énergie pour cette fabrication et cette énergie est très carbonée, comme par exemple la Chine où 60% de l'électricité est encore produite à partir de charbon, et ensuite utiliser ça dans un pays comme la France ou la Norvège ou des pays où la Suède, le mix énergétique est relativement décarboné, bon, c'est une moins bonne idée. Je ne dis pas qu'elle est mauvaise, c'est peut-être encore un petit peu mieux que la voiture thermique au bout d'un certain nombre de dizaines de milliers de kilomètres, mais malgré tout, bon, il faut faire attention, les arbitrages ne sont pas toujours les mêmes. Pourquoi je dis tout ça? Que de toute façon, voilà, la voiture électrique, la voiture écologique, on peut en discuter, mais on va être dans ces choses-là. Alors que la voiture résiliente, c'est quoi? Ben, c'est un vieux moteur diesel qui fonctionne avec de l'huile de friture, qui est increvable. Ça, c'est hyper résilient, quoi. Demain, tu n'as plus de pétrole, ben, c'est pas grave, tu mets de l'huile de friture et ça roule pareil. C'est résilient. Bon, à plein d'égards, pas pour tout, mais c'est quand même beaucoup plus résilient globalement. Bon. Et puis, sur un système, imaginons, je prends souvent aussi l'exemple des villes. Une ville optimise un certain nombre de flux d'énergie et de matière, et en cela, je ne dis pas que les villes sont écolos, parce que c'est loin d'être le cas, mais pour autant, à certains égards, c'est plus écolo que n'importe quelle alternative à la campagne. Donc, au lieu de nourrir plein de gens qui sont à plein d'endroits différents, avec plein de déplacements en voiture partout, tout le temps, en transport, pour acheminer la bouffe à plein de points différents, ben là, la bouffe, elle arrive au même endroit. Et puis ensuite, les déchets, ils sont centralisés. Et puis pareil, les égouts, ça gère à un endroit. Voilà. Et puis ensuite, pour l'énergie, l'usage de l'énergie, eh bien, si tu veux chauffer un immeuble avec 60 appartements dans cet immeuble, c'est beaucoup moins énergivore que pour chauffer 60 maisons individuelles de même volume à la campagne. Bon, donc, si tu veux optimiser les flux, il n'y a rien de mieux que la ville. Si tu veux te mettre en conformité avec les limites planétaires, la ville, c'est ce qu'il y a de plus optimum. Quand je dis la ville, je parle vraiment de la ville, du centre. Je ne parle pas de zones périurbaines extrêmement étalées. Je parle du centre-ville. En termes de résilience, c'est une catastrophe. En termes de résilience, tu es totalement dépendant des flux d'approvisionnement et en entrée, la bouffe, l'énergie, l'eau, etc., l'eau potable, et en sortie, les déchets, parce que si les déchets s'accumulent en ville, la ville devient invivable. Donc tu es complètement dépendant des fonctions métaboliques qui permettent à ton système urbain de fonctionner. Donc je dis ça pour bien décorréler, c'est pas la même chose. Et je termine ma réponse en disant quelque chose d'assez court, je te rassure, mais je termine en disant qu'il y a un enjeu majeur selon moi, à comprendre cette différence fondamentale qu'il y a entre des systèmes qui soient écologiquement durables et qui soient résilients. Euh, Or, parce que c'est ça, c'est l'enjeu de l'avenir. Je pense que c'est là un des plus grands enjeux. Mais il faut en prendre conscience de cet enjeu. Et si tu pars du principe que l'un et l'autre sont convergents, tu ne te rends même pas compte que ce n'est pas le cas, et bien tu passes à côté de l'existence même et de l'importance de ce défi. Et ça, c'est un défi d'arriver à concevoir des systèmes, des objets certes, mais des systèmes, peut-être même des sociétés, qui soient à la fois écologiquement viables et résilientes. Ce sont deux choses qui demandent
de faire de l'optimisation multicritère, de gérer des compromis. Si tu es à 100% résilient, tu ne seras pas à 100% écolo, et vice-versa. Donc tu peux peut-être essayer de tendre vers 80-80. Et tous ces arbitrages-là, ils sont à la fois hyper difficiles parce que très techniques. Quand je dis technique, ça ne veut pas dire technologique. Ça veut dire que c'est une modélisation complexe et plein de... Il faut beaucoup d'acteurs qui soient impliqués. Et c'est aussi des choix politiques quelque part, parce qu'à un moment, il faut arbitrer. Et bien, on privilégie ça plutôt que ça. Et là, c'est en général pas les ingénieurs qui font ce type de choix, mais plutôt des politiques ou des citoyens éventuellement. Voilà. Donc c'est un projet fondamentalement politique aussi. Et c'est un grand enjeu du XXIe siècle. De grâce, ne lui savonnons pas la planche en pensant avec les meilleures intentions du monde que qui dit écolo dit résilient et vice-versa. Alors, merci pour ces explications sur les différences entre résilient et écologiquement durable, c'est hyper clair. Alors, moi, j'ai une autre question, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais je ne suis pas sûr que ce soit hyper clair, sur pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en fait, il n'est plus temps de chercher la durabilité écologique et qu'on est obligé en fait de mettre de la résilience. Tu disais qu'en fait il y a des limites planétaires qui ont déjà été atteintes, qu'en fait la soutenabilité et j'allais dire en fait le système dans lequel nous vivons est finalement rentré dans un mode qui est difficile de contrôler. Je ne sais pas si c'est le bon terme ou non, mais en tout cas, on est dans une situation où on ne peut plus chercher uniquement la durabilité. Est-ce que tu peux dire pourquoi et qu'est-ce que ça implique en fait dans un objectif double, comme tu le disais, qui est à la fois résilient et de durabilité écologique? Oui, qu'est-ce que ça implique? Ça implique beaucoup de choses. Alors, j'ai pas dit, donc effectivement, je n'ai pas dit qu'il fallait pas essayer d'améliorer le système sur le plan écologique, au contraire. Hein. Tout ce qu'on peut prendre, entre guillemets, comme amélioration, tout ce qu'on peut éviter comme destruction supplémentaire, comme pollution supplémentaire, comme dégradation et comme dérèglement des systèmes qui servent à la vie, pas seulement à la nôtre, mais celle d'une grande partie des êtres vivants sur cette planète, c'est bon à prendre. Mais vraiment, quoi. Et déjà, donc il faudrait doubler, tripler, décupler les efforts qui sont mis dans cette régénération écologique. Ça, c'est une chose. Pour autant, il est trop tard, effectivement, pour rendre le système soutenable. On peut limiter la casse. Voilà ce qu'on peut faire. Et c'est toujours bon à prendre. Il faut se battre pour ça. Mais il faut préparer le fait que nous allons vers des disruptions majeures. Nous sommes en train de sortir de la stabilité du système climatique. Nous sommes en train, on le voit en ce moment, même si à certains égards c'est seulement conjoncturel, mais malgré tout il y a aussi un peu du structurel là-dedans. On voit qu'il y a des raréfactions et des pénuries qui arrivent, et nous allons être frappés par des pénuries extrêmement fortes de choses qui sont des fois stratégiques, des fois même vitales peut-être, notamment pour notre production alimentaire. Hein. Donc il faut absolument se rendre moins vulnérable vis-à-vis de ces choses-là. Donc juste pour te dire une chose, sur le système alimentaire par exemple, aujourd'hui pour manger, on ne se rend pas compte, la plupart des gens ne se rendent pas compte de tout ce que ça implique comme système interrelié les uns aux autres qui doivent fonctionner parfaitement pour qu'en bout de chaîne, il y ait quelqu'un qui puisse acheter de la bouffe et se nourrir. Aujourd'hui, on est incapable, sauf à de très 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 petites échelles, donc qui ne nourrissent pas une grande partie de la population, on est, en tout cas dans nos pays à nous, on est absolument incapable de produire sans pétrole. On est incapable de produire sans des semences que la plupart des producteurs achètent chaque année à des semenciers. Même dans le bio, hein. Dans l'agriculture bio, je ne sais plus quel est le chiffre, mais je ne sais plus si c'est 70, 75 ou 80% des semences qui sont des hybrides F1, donc des semences que tu ne peux pas replanter d'une année sur l'autre. Donc chaque année, tu dois te réapprovisionner en semences. Et ce n'est pas toi, jusqu'à présent du moins, c'est pas toi qui les... Tu peux même pas les... Comment dire, avec ces semences-là, tu ne peux pas les sélectionner. Tu peux rien faire. Donc tu es complètement lié. On est totalement dépendant également sur le plan économique, puisque l'agriculture n'est pas rentable telle qu'on l'amène aujourd'hui, tous en compétition les uns avec les autres, y compris avec des gens à l'autre bout du monde qui ont des salaires beaucoup plus faibles et qui n'ont pas l'intention de respecter des normes environnementales et sociales aussi drastiques que les nôtres. Donc, on n'est pas compétitif. Donc, au final, notre propre industrie ne peut pas survivre s'il n'y a pas des subventions.
Et les subventions n'existent pas si elles ne sont pas fléchées. Les subventions n'existent pas si on est moins riche. Il faut qu'on soit riche pour pouvoir se permettre ça. On est complètement dépendant également de machinerie, de grosses machines agricoles, dans la grande majorité des exploitations, ou même des choses plus simples. Hein. Mais bon, tiens, par exemple, en ce moment, il y a des gros problèmes pour les vélos. Je sais pas si je suis sûr qu'un certain nombre de gens ont dû être confrontés. C'est-à-dire que vous amenez votre vélo à réparer, et ça a l'air simple, le vélo. Ah ben oui, mais malgré tout, eh ben, il faut une pièce qui n'est fabriquée qu'à l'autre bout du monde, et il y a 6 à 12 mois d'attente, le vélo n'est pas réparable. Donc même pour un vélo, pas forcément que des moissonneuses-batteuses, quoi. Mais on est dépendant de tout un tas de machinerie et d'équipements techniques qu'on ne sait que très marginalement maintenir dans la durée nous-mêmes, par nous-mêmes, qui eux-mêmes utilisent du pétrole 9 fois sur 10, et également des logiciels qu'on ne maîtrise pas non plus. On est dépendant d'une main-d'œuvre étrangère qui vient chaque année sur notre pays, qu'on paye très peu cher, qui est très spécialisée pour nous permettre de faire les récoltes, parce que sinon, ce n'est pas les Français qui vont faire ça. Bon, là, je parle de la France, hein, dans tout ce que je dis. Enfin, globalement, notre système, il est perfusé de tout un tas d'intrants, de tout un tas de conditions qui doivent être réunies pour qu'on puisse bouffer. C'est à l'antipode de la résilience. Voilà. Donc, il faut savoir aussi une chose. En France, dans la loi de programmation militaire, je crois que c'est celle-là, de 2018 ou 9, on a l'alimentation qui a été reconnue comme un SAIV, qui est un secteur d'activité d'importance vitale. Donc, quand tu es dans un SAIV, il y a un certain nombre de garanties d'État qui sont, grosso modo, l'État fait particulièrement attention à ces secteurs-là et met en place des dispositifs au cas où il y aurait des petits problèmes pour gérer ces problèmes. Donc, l'alimentation a été reconnue comme un SAIV, mais pas l'agriculture, ce qui est complètement délirant. Donc, on ne fait pas le lien entre la production et la consommation. Bref, donc, je ne sais, tu vas peut-être me reprendre et me réfléchir, parce que je me suis peut-être un tout petit peu égaré. Oh, c'est pas grave, c'est très intéressant. C'était un exemple de en quoi, en fait, une belle illustration de pourquoi enfin, le système n'est pas résilient. Donc, tu réponds quelque part à la question qui était de dire pourquoi est-ce qu'on ne peut plus chercher, en fait, la soutenabilité ou la durabilité écologique uniquement, mais pourquoi est-ce qu'il faut qu'on s'intéresse directement à la résilience. Et du coup, bah, je te lance peut-être sur une autre question par rapport à ça, c'est comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on Oui. fait aujourd'hui en tant qu'individu, en tant que collectif, en tant qu'organisation? Quelle est la place en fait des gens qui font société pour co-construire en fait à la fois résilience et durabilité écologique? Ouais, alors ce sont des choses qui doivent se mener en parallèle. Des fois, il y a des projets qui peuvent cumuler les deux dimensions et donc l'un et l'autre vont de pair, ça arrive là aussi, hein. Mais des fois pas, et donc il faut qu'il y ait des activités complémentaires. Qu'est-ce que peuvent faire les gens? Déjà, souvent, mais ça c'est quelque chose qui me révulse un peu, c'est vraiment j'en ai marre. Très souvent, lorsqu'on dit aux gens ce qu'ils peuvent faire, on leur donne des conseils de consommation. Ils peuvent consommer plus ceci, prendre moins l'avion, il faut consommer moins d'électricité, covoiturer, tout ça. C'est surtout des choix en tant que consommateur ou en tant qu'utilisateur de systèmes, de services. Bon. Donc c'est très bien. Mais surtout, ce que l'on peut faire de mieux chacun, c'est pas en tant que consommateur, mais en tant que citoyen. Et il est temps aujourd'hui peut-être de refiler un petit coup de boost au concept de civisme. Plus encore que de citoyenneté. La citoyenneté, finalement, c'est le fait d'être un citoyen. Non, le civisme, c'est le fait d'être un citoyen qui est vraiment conscient de ses devoirs et pas que de ses libertés. Et il faut remettre au centre la notion de liberté. Donc ça, c'est toute une conversation à avoir, mais ça serait bien qu'il y ait un petit peu un éveil. Pour avoir une société libre, ce n'est pas juste une accumulation de libertés individuelles sans limite. Et donc, il faut bien repenser l'équilibre entre les droits et les devoirs. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, patati patata. Il n'existe pas de liberté à nuire à l'intérêt général. Dans une société qui se veut libre. Et là, quand on a en France liberté, égalité, fraternité, c'est pas des notions d'individualisme. C'est pas je suis libre, je suis égaux, je suis fraternel. Non, la société est libre, nous sommes égaux et nous sommes fraternels. Voilà. Et donc cette liberté collective n'est pas une addition de liberté individualiste. Donc ça, c'est au cœur, quelque part, de la réflexion qu'on doit mener et en tant qu'individu, collectivement, ça serait encore mieux, et de se dire maintenant, il faut s'impliquer.
on est dans un contexte. Si vous voulez plus comprendre, une fois de plus, on peut renvoyer vers d'autres choses que j'ai faites où je développe plus ces parties-là, mais il faut bien comprendre les limites qu'on a atteintes et la merde dans laquelle on s'est foutu en tant qu'humanité. Il ne s'agit pas de culpabiliser les gens, mais peut-être un peu de les responsabiliser, en montrant que là, ce qui se joue maintenant, c'est rien de moins que les conditions de vie sur Terre. C'est les conditions qui font que la Terre est habitable pour une grande partie des espèces développées, dont font partie les humains. Donc l'enjeu est absolument majeur, il est inédit d'ailleurs, et il faut se lever. Voilà. Alors maintenant, pour se lever, en tant que citoyen, donc, il faut impérativement mettre en place des dynamiques, contribuer à mettre en place des dynamiques qui sont des dynamiques collectives. Donc ça n'exclut pas d'avoir des projets personnels aussi, mais malgré tout, une fois de plus, c'est pas non plus une somme de projets personnels ou une somme de petites transitions individuelles qui va faire que la société change. Ou alors vraiment, il faudrait quand je dis que tout le monde le fasse individuellement, et à ce moment-là, oui, d'accord. Bon, mais ça n'arrive pas. Donc aujourd'hui, on a besoin d'une massification des changements de comportement, on a besoin d'une prise de conscience et d'un sursaut collectif. Donc chacun a un rôle à jouer, peut-être une responsabilité, voire un devoir à se mobiliser. En tout cas, si les gens comprennent, moi je pense qu'il y a un devoir aujourd'hui. Donc à partir de là, il faut commencer à discuter les uns avec les autres, il faut commencer à se mettre ensemble sur un endroit donné. L'endroit donné, ça peut être un territoire, ça peut être un village, ça peut être un quartier d'une ville ou plusieurs quartiers, peut-être même à l'échelle d'une petite ville. Ça peut être une entreprise, ça peut être une résidence dans laquelle on vit, ça peut être dans différents lieux où on est en interaction directe avec des gens. On crée des groupes de discussion, des groupes de travail on va réfléchir à l'avenir ensemble, à tous les problèmes potentiels, mais aussi peut-être à ce qu'on peut faire nous, en créativité, en échange, en solidarité, en complémentarité, etc. Donc, quelles sont nos richesses, quels sont nos atouts pour faire face à un changement de paradigme qui arrive. À partir de ces conversations, on peut déjà commencer à lancer des projets. Les projets, il ne faut pas imaginer qu'ils doivent simplement être menés par ceux qui ont eu l'idée des projets. Je pense que ces projets doivent être des projets qui engagent, qui entraînent et qui tendent la main. Donc ça, c'est la première dimension, une dimension où on essaie d'agrandir justement le cercle de ceux qui participent. On essaie de sortir de l'entre-soi et d'être communicatif, et de trouver des choses, des raisons objectives, subjectives, rationnelles ou juste émotionnelles, un peu de tout, un mélange qui font qu'il y a plein de gens, des gens très différents les uns des autres, qui vont être intéressés à venir se renseigner, peut-être à venir un peu participer. Et c'est en participant que les gens vont changer de point de vue sur le monde. Il ne faut pas attendre que les gens changent de point de vue sur le monde pour espérer qu'ensuite ils vont agir. D'accord. Donc il faut des projets qui entraînent quelque chose, qui enclenchent un mouvement. C'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Je suis pas naïf. Voilà. Mais tout ce que je dis, après, à chacun de trouver ses propres solutions à ce que je raconte, sa propre application de ce principe général. Néanmoins, voilà, moi ce que je vois, c'est beaucoup de gens qui ont des projets, mais des projets quelque part qui n'engagent qu'eux. Et bon, pour ensuite passer du local au global, parce que c'est bien ça aussi le problème. Le problème, c'est qu'on a des grandes problématiques planétaires pour certaines, en tout cas de large échelle, voire planétaires. Et que face à ces problématiques gigantesques, ben, la plupart d'entre nous, ce qu'ils peuvent faire, c'est juste agir autour d'eux, quoi. Donc, pour pouvoir ensuite donc passer de ce local où on a sa sphère d'action directe à une influence globale, même si c'est pas magique, hein, on ne changera pas le monde entier, eh bien, il faut inspirer. Donc, moi, ce que je dis aux gens, c'est que quel que soit le projet que vous avez, documentez toutes les étapes de votre projet. Et au début, si c'est pas intéressant, parce que vous êtes juste 3 ou 4 à lancer une idée, que vous tâtonnez, vous ne savez pas exactement où vous allez, et puis que bon, vous n'avez encore rien fait, il n'y a rien à montrer en fait. Et bon, vous n'êtes pas tous aussi convaincus les uns que les autres, s'il faut y aller, s'il ne faut pas y aller. Tout ça, ça n'a aucun intérêt en tant que tel. Et c'est la raison pour laquelle il faut l'enregistrer d'une manière ou d'une autre. Donc, soit en vidéo, soit en photo, soit au moins des témoignages écrits ou audio, hein, où on interroge les gens, comment tu te sens, qu'est-ce que tu penses. Et au début, une fois de plus, c'est franchement pas intéressant. Donc, ce truc-là, on ne le diffuse pas parce que ce serait très peu
comment dire, avantageux, mais on le garde religieusement dans un petit coin, et puis ensuite, régulièrement dans l'avancement d'un projet quel qu'il soit, on refait la même chose. Et ce qui est important, c'est que si le projet va jusqu'au bout, au bout d'1 an, 3 ans, 5 ans, ça dépend du projet bien sûr, on peut montrer un avant-après, non seulement dans le projet, je ne sais pas, si c'est un projet de construction, on montre ce qu'il y avait avant, ce qu'il y avait après. Si c'est un projet pour transformer un terrain vague dégueulasse en un jardin vivrier, il y a des choses qui sont évidemment plus visuelles que d'autres, mais quoi qu'il en soit, à minima, on a un avant-après et on a surtout une évolution des gens. Au début, ils étaient 4 et ils se faisaient un peu chier et ils n'avaient pas le feu sacré. Et puis au bout de 3 ans, eh bien, il y a un groupe, ils sont 25, ils sont super contents, super motivés, ça a entraîné des gens autour d'eux. Et c'est cette évolution, c'est cette transformation-là qui se raconte sous la forme d'un récit qui inspire. Ensuite, il faut le diffuser, ça c'est encore une autre dimension, et je ne vais pas le développer ici, mais allez voir d'autres choses que j'ai faites éventuellement. Mais globalement, après, évidemment, il faut trouver les réseaux pour diffuser ça, et plus on diffuse large, plus ce petit projet local va avoir un impact global quelque part, puisqu'il peut entraîner des transformations inspirées d'eux, même à l'autre bout du monde éventuellement. Voilà, donc il faut travailler à une échelle qui est territoriale, parce que c'est la bonne échelle. Quand c'est trop petit, si on est juste quelques dizaines par exemple, même quelques centaines, hein, ça ne va pas être suffisant pour construire une résilience qui va pouvoir rester résiliente face aux grands changements du monde qui arrivent. Il faut être, à mon sens, à minima plus de 5000 peut-être, voilà, et à maxima peut-être 100 000. Entre 5000 et 100 000, on peut atteindre une masse critique qui fait qu'on a toutes les bonnes compétences pour s'organiser, même si tout le monde n'est pas partie prenante à 100%, hein, mais qu'on a dans ce territoire toutes les bonnes compétences pour s'organiser en résilience et qu'on est solide face aux grands changements du monde, qu'on est solide face éventuellement également à des cas de violence, à des cas d'instabilité sociale. On peut réagir beaucoup mieux si on est 10 000 que si on est 100. Donc, il y a cette dimension-là, avec une dynamique à lancer, avec la dimension aussi d'inspirer. Il faut que ça inspire dans les deux sens du terme. C'est que ça inspire l'esprit et que ça inspire quelque part, que ça crée une force de succion, si tu veux, un effet de succion qui fait que les gens vont vouloir être happés peut-être par ça. Je termine en disant, presque après je peux développer bien d'autres choses, mais à la rigueur, là encore, je peux renvoyer vers une autre vidéo. Je termine en disant que pour moi, l'idée, ce n'est pas d'imaginer qu'on va pouvoir changer le monde entier. Parce que si on s'imagine ça, on voit très bien que ça ne va pas être possible, en tout cas pour la grande majorité d'entre nous, et on peut baisser les bras en se disant ouais, c'est trop dur, c'est trop ambitieux, c'est hors de ma portée. Non, l'important, c'est de faire des choses concrètes, inspirantes, et ensuite de les diffuser le plus possible pour préparer le moment. Parce que à chaque endroit où on se trouve, dans les prochaines années ou décennies, il va y avoir le moment. Le moment où il va y avoir une bascule. C'est peut-être une succession de moments, il y en a peut-être plusieurs, des moments. Mais il va y avoir des points de bascule où le paradigme va changer, où les règles de vivre ensemble vont changer, où ce qu'on peut faire ou plus faire va changer, où le fait qu'un d'un seul coup on n'aura presque plus de pétrole, ou alors le prix va exploser, que les activités telles qu'on les connaît aujourd'hui ne seront plus simplement possibles, où l'économie va peut-être s'effondrer, ou ceci ou cela, des choses pas drôles, et peut-être des choses drôles justement, peut-être des émergences intéressantes aussi. Bref, c'est justement pour préparer ces points de bascule qui arrivent qu'il faut avoir une alternative qui est là, qui a démontré qu'elle était satisfaisante et qu'elle était réaliste, et qu'elle résiste mieux au choc. Et à ce moment-là, les gens qui jusque-là ne s'y étaient pas intéressés ou avaient considéré ça de loin ou avec moquerie ou machin, s'ils voient que dans la tourmente, c'est ces trucs-là qui résistent mieux que le reste du système, à ce moment-là, il y en a de plus en plus qui vont basculer. Et je pense que c'est la seule chose que l'on peut faire, c'est préparer donc des canots de sauvetage en perspective du moment où le bateau va basculer. Non, et je dirais un tout dernier truc, parce que peut-être que c'est frustrant comme réponse, parce que je ne suis pas dans le concret, je suis dans les grands principes. Je veux dire aussi que moi, je ne peux pas être dans le concret. Il n'y a pas des solutions, que ce soit pour la production alimentaire, pour la gestion de l'eau, pour les transports, la mobilité, plus que les systèmes de transport seuls, c'est les usages autour de la mobilité, les besoins de mobilité, pour l'habitat, pour l'accès aux données, l'éducation, la santé, le machin. Pour tout ça, il y a pas mal de choses qui existent. Il y a également des projets très importants qui permettent de se réapproprier certains outils fondamentaux. Donc,
par exemple la monnaie. Il y a des monnaies qui sont en train des monnaies locales, des monnaies libres, certaines monnaies libres, qui sont vraiment intéressantes parce qu'elles permettent de stabiliser un système local indépendamment de l'état de l'économie globale. Ce qui fait qu'on continue à avoir des producteurs locaux, des circuits courts locaux avec des transformateurs et des consommateurs, et que si véritablement un jour il y avait un gros crash économique, ben, on aurait toujours, malgré tout, ces producteurs, ces transformateurs, ces consommateurs qui travaillent ensemble, qui se connaissent et qui ont une monnaie à eux qui leur permet d'échanger et de continuer à fonctionner entre eux. Donc il y a sur la monnaie, il y a sur les outils également dont on a besoin, sortir des outils qui sont produits par les GAFAM et les grandes multinationales. Voilà. Utiliser un Framadate plutôt qu'un Doodle, voilà, par exemple, pour ceux qui connaissent. Et donc, il y a tout un tas de projets qui consistent à se réapproprier et à redevenir maître des outils plutôt que le contraire, plutôt que d'être totalement dépendant et donc vulnérable de tout un tas de choses. Tout ça est extrêmement important à mener en parallèle, à mener de front. La résilience, c'est aussi être capable demain, c'est surtout être capable demain de continuer, nous, à faire fonctionner des systèmes importants, les systèmes les plus importants pour nous au niveau local, même si, par ailleurs, le système allait jusqu'à, imaginons, un effondrement. Aujourd'hui, nous sommes dans un système dont il faut bien comprendre les vulnérabilités multiples et profondes. Il faut se préparer. Donc la résilience, c'est aussi une question éminemment culturelle, et notamment la culture du risque. La culture du risque, c'est pas être obnubilé par le risque. La culture du risque, c'est pas dire aux gens tenez, sensibilisez-vous sur le risque, comme ça vous saurez bien gérer et nous on se décharge. Évidemment, c'est pas ça la culture du risque. La culture du risque, c'est juste une approche assez rationnelle et assez responsable, assez adulte, j'ai envie de dire, qui consiste à dire ok, il y a des risques. Est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on n'est pas prêt, et quand on n'est pas prêt, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'y préparer. Voilà. Collectivement, il faut que c'est bien collectif, parce que le but de la résilience, une fois de plus, c'est pas de prévoir de nouveaux dispositifs en cas de tel ou tel risque. La résilience, c'est qu'est-ce qu'on peut faire collectivement si les dispositifs qui existent ne suffisent pas. Donc c'est bien ça la résilience. Et ça ne s'improvise pas. De la même manière que tu t'envoies pas, quand bien même il serait bien formé dans sa tête, qu'il aurait suivi des formations sur des bouquins, des tutoriels, je ne sais quoi, et quand bien même il serait très sportif, tu n'envoies pas un gars au charbon éteindre un feu. Ben non, un pompier, ça s'entraîne. Voilà. Et c'est pareil dans tout un tas de métiers où il faut aller sur le terrain et gérer des crises. On s'entraîne. Et ce n'est qu'en s'entraînant qu'on, d'une part, on réalise tout ce qu'on ne sait pas. Et, parce qu'on dans sa tête, on se dit ah ben si ça se produisait, je réagirais comme ci, comme ça. Tu parles. Voilà, tant qu'on n'y a pas été confronté, on ne sait vraiment pas. Donc il faut s'y confronter un petit peu, il faut s'entraîner, et puis surtout, il faut collaborer. Il faut travailler ensemble. C'est parce qu'on travaille ensemble qu'on voit quelles sont les complémentarités et que l'on peut commencer à faire confiance aux autres pour pouvoir se reposer sur eux. Parce que sinon, on fait confiance en personne, et là, le système n'est pas résilient. Donc une grande dimension de la résilience, c'est cette culture du risque, qui doit être collective, et qui doit amener les gens à régulièrement, sans en faire une obsession non plus, mais régulièrement, travailler ensemble sur des projets de résilience pour non seulement se former et apprendre des choses, et transformer le système, mais aussi pour apprendre à se connaître et à travailler en confiance et non plus en défiance. Voilà, et je pourrais développer encore bien d'autres choses. Merci beaucoup Arthur, ça fait déjà énormément de choses à mûrir et à réfléchir sur les notions de durabilité, de résilience et notamment d'engagement sur le collectif, la confiance, la compréhension des enjeux systémiques, etc. Je mettrai tout un tas de liens dans la description du podcast pour que les gens puissent aller creuser. Et je te remercie infiniment Je pour... peux, je peux Oui, te rajouter juste un exemple. bien sûr. Après, je te promets en clôture. C'est pas long. Parce qu'en fait, j'ai le sentiment que j'ai encore été un petit peu trop abstrait. On me dit souvent, Arthur, il faut que tu trouves des illustrations quand tu dis des choses, parce que sinon les gens ne comprennent pas. Bon, d'accord. Et alors, je termine sur une illustration. D'ailleurs, c'est un exemple qu'a pris quelqu'un avec qui je travaille de temps en temps, même si ça fait un moment là, qui est Alexandre Boisson. C'est un exemple qu'il a pris, je crois, dans son bouquin, il me semble. Bon, passons. Le fait est que quand tu as j'ai été confronté moi-même donc quand tu as une commune qui sont proches soit d'une centrale, par exemple nucléaire, soit d'un site Céveso, un site industriel où il peut y avoir des accidents graves. Forcément, ces communes-là doivent avoir un plan communal de sauvegarde
et un DICRIM, le plan communal de sauvegarde, où sont listés tous les risques potentiels et ce qui est prévu en cas de risque, et les gens qui sont responsables de gérer ceci et cela. Et ça, c'est quand même un document qui, en général, n'est pas rendu public, parce qu'il peut y avoir du secret industriel dedans, il peut y avoir des coordonnées de personnes qui ne doivent pas circuler dans le grand public. Hein, le numéro de portable du préfet, par exemple, en général, tu ne le rends pas public. Et puis à côté de ça, donc, tu as le DICRIM, le document d'information communale sur les risques majeurs, qui est un extrait quelque part du PCS pour le grand public. À l'intérieur de ce DICRIM, tu vas avoir notamment, dans les cas de figure que je viens de te décrire, les protocoles qui sont prévus en cas d'accident grave sur la centrale ou sur l'usine, qui est à proximité du village. Et souvent, pour prendre un exemple vraiment concret, on va trouver des choses du style, s'il y a un grave accident à la centrale, alors une régie de cars municipaux est prévue pour, et va aller récupérer les enfants dans les écoles et va les amener suivant tel itinéraire à tel endroit à X kilomètres de là. Eh bien moi j'ai été confronté, parce que je donne des formations aux élus à la résilience territoriale, j'ai été confronté au fait que même dans les cas où ça existe, même dans les cas où ils ont fait le boulot, où tu as le PCS et le DICRIM avec ce truc-là marqué à l'intérieur, ce n'est pas distribué. Enfin si, le document existe, il est là, tout le monde peut le consulter, mais personne n'est au courant. Personne ne sait même ce que c'est qu'un DICRIM. Pourquoi? Parce qu'on ne communique pas dessus, parce que les élus se disent « Oh, c'est anxiogène, les gens n'ont pas envie de dire ça, et donc politiquement, je prends un risque », parce qu'il n'y a pas de culture du risque. Voilà. Donc au final, les gens ne savent pas. Et quand les gens ne savent pas, eh ben, la conséquence, c'est que si quelqu'un un jour est au travail et qu'il entend « Oh, il y a eu un problème à l'usine, machin, c'est grave, etc. », qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre sa voiture, il va aller tout droit à l'école. Et comme tout le monde fait ça, il y a des embouteillages autour des écoles qui empêchent l'évacuation des enfants. Donc ça fout un bordel monstre qui fait que ça met en danger plutôt que de mettre à l'abri. Donc, il faut que les gens connaissent, c'est la première chose, c'est le minimum, mais il faut même aller au-delà. Il faut que les gens, il faut qu'il y ait au moins eu un jour une simulation pour que les gens voient comment ça fonctionne et soient confrontés aux gens qui font ça, aux directeurs des écoles, aux gens de la sécurité civile, aux conducteurs de cars, aux maires, etc., ou aux élus délégués, spécifiquement dans cette situation-là. Parce que s'ils n'ont pas eu affaire à eux au moins une fois, même s'ils savent, le jour J, feront-ils confiance? Il y a beaucoup de gens qui vont dire ouais, c'est prévu, mais je leur fais pas du tout confiance, je vais quand même aller chercher mon gosse. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une culture du risque et qu'on travaille sur le risque ensemble et qu'on se connaisse les uns avec les autres. C'est ça qui fait que globalement on est plus résilient en tant que système socio-écologique, en tant que société. Voilà, excuse-moi, je n'en dis pas plus. Non, c'est parfait. En plus, on finit sur une bonne note à travers justement comment créer de la confiance. Donc, merci beaucoup, Arthur. Et je te dis à très Merci à bientôt. toi. À très bientôt, Jean-Philippe. Merci.